sport dans une vingtaine de chemins de la région d'Enghien. C'est au-delà du Pajottenland, aux pentes vertes et bocagères, que commence le pays d'Enghien. C'est à Petit-Enghien, village voué en grande partie à l'élevage, à l'extrême limite du Hainaut, aux confins du Brabant, que débute notre randonnée. Le château de Warel fut jadis le siège d'une importante seigneurie dépendant de la terre d'Enghien. Des bâtiments construits au XVIe siècle par la famille d'Yves, qui en avait acquis la propriété, subsistent encore les douves et les murs d'enceinte. Transformé en ferme, il a conservé néanmoins fière allure. Le bois de Striou, un des 3 massifs boisés du pays d'Enghien, au nord de Petit-Enghien, est actuellement entièrement loti et quadrillé de chemins macadamisés. Jadis, cet endroit isolé et désert, traversé par quelques chemins forestiers et occupé par une cabane, était le lieu de rendez-vous favori des coupeurs de bourse de la région. Une taverne établie ici au début du siècle en rappelle le souvenir. À Herne, le paysage se modifie. Ce sont des prairies humidifiées par la rivière Marque. C'est en ces lieux alors déserts et à l'écart du village qu'avait été fondée au XIVe siècle la chartreuse Notre-Dame d'Hérine. Il n'en subsiste que la porte d'entrée, construite au XVIIe siècle. Une plaque commémorative rappelle les combats qui opposèrent 300 paysans révoltés qui luttèrent ici contre les troupes de la République française. Savants, nobles, artistes vécurent ici sous l'emblebure des frères Convert, parmi eux Jean van Ruysbroek et Corneille van der Weyden, le fils du peintre. Supprimés par Joseph II, la plupart des bâtiments furent détruits. L'église Saint-Pierre d'Herne est un bel exemple de gothique scaldéen. Tour massive, cantonnée de 4 tourelles d'angle, selon une disposition propre au Hainaut, bien que l'on soit en Flandre ici. Non loin de l'église, au bord de la Marque, le moulin de Sainte-Waudru, ou moulin Franz Thibault, est l'un des derniers survivants de nombreux moulins existant au bord de la rivière. Le diamètre d'une roue de moulin est déterminé par la hauteur du cours d'eau, sa largeur par la vitesse du débit. Ici, le grand diamètre conjugué à une faible largeur est imposé par le cours lent et le petit débit de la rivière. Vergers et prairies, quelques cultures et des lignes de peupliers, tel est le cadre d'Herne, région particulièrement verte mais sans relief. Saint-Pierre-Capelle, par contre, s'étend sur une petite hauteur que couronne l'église. Intéressante par sa tour du XIVe siècle,
mais surtout par son chemin de croix peint vers 1870 par Constantin Meunier. Ici, comme à Herne, les habitations sont en briques et du type bas et large, selon une disposition propre au Pajottenland voisin. De nombreuses chapelles garnissent le territoire de Saint-Pierre-Capelle. On en trouve pratiquement à chaque croisée de chemin. Elles sont là pour rappeler un souvenir, réaliser un vœu ou faire songer à son salut, et pour nous aider à nous retrouver dans le dédale des petits chemins. Les hauteurs de Manauve, petit hameau de Saint-Pierre-Capelle, constituent la limite ouest du pays d'Anguien. Culture et prairies en sont le cadre. Le clocher caractéristique de l'église d'Anguien est déjà visible de là. Et peu après, c'est celui de Marc qui se présente à nos yeux. Aux abords de l'église, à la tour romane du XIe siècle, coule toujours la rivière Marc, dont le village a pris le nom. Autrefois, en cet endroit, s'élevait une motte féodale dont les traces sont encore visibles et dont l'emplacement fut ensuite occupé par un château d'époque relativement récente qui fut démoli au début du XIXe siècle. Une route menant vers les hauteurs nous conduit vers l'Abliot. Les habitations commencent à changer, la pierre y est plus utilisée. Les grandes cultures ont succédé aux basses prairies. Des lignes de peupliers bordent déjà le cours de la Marque, qui vient de naître à 1 kilomètre d'ici, dans les profondeurs du bois d'Anguien. C'est surtout l'agriculture qui est l'activité principale des habitants de ce hameau de plateau aux molles ondulations. Ce chemin parfaitement empierré est un vieux chemin aménagé par les ducs d'Arambert, soucieux d'assurer des transports faciles sur leurs terres. Il conduit vers le bois d'Anguien, c'est le plus beau massif boisé de toute la région. Il a pu, heureusement, conserver son état sauvage. Ce qui le caractérise, c'est l'extraordinaire concert de chants d'oiseaux et la richesse de la flore que l'on peut y observer. À l'orée est du bois se trouve la chapelle Saint-Servais. Un chemin fort carrossable nous y mène. Il s'agit d'un chemin creux très ancien, mais postérieur cependant au retranchement néolithique creusé par nos ancêtres pour protéger le flanc est du plateau. Le village de Graty, aux abords du bois, est implanté au milieu des cultures. À côté de l'église, 2 pilastres Louis XVI donnent accès au très beau domaine qui fut jadis celui de la seigneurie de Gratry, qui dépendait de la terre d'Anguien. Ici, comme à l'Abliot, la pierre fait son apparition dans l'habitat, marquant une très nette séparation avec l'habitat de la vallée de la Marque. Au-delà des cultures en pente douce apparaît le clocher de l'église de Hauve, un des plus anciens édifices du pays d'Anguien, construit à l'emplacement d'un sanctuaire érigé au 8e siècle. Il est voué au culte de Saint Maurice.
Mais c'est surtout la ville d'Enghien elle-même, véritable musée vivant qui retiendra notre attention. Ayant appartenu à la famille d'Enghien, à Henri II et ensuite au duc d'Arambert, à qui elle doit son développement. L'église, du type Hennuyer, possède cependant quelques caractéristiques brabançonnes, notamment ses gables, près de la chapelle Saint-Éloi, actuellement Notre-Dame de Messine. La partie supérieure de la tour, après de multiples incendies, fut rebâtie en 1850 et surmontée d'un élégant campanile cantonné de 4 tourelles d'angle. À l'intérieur, un des chefs-d'œuvre de la sculpture sur pierre du XVIe siècle, le retable de la Vierge, qui se trouvait auparavant dans la chapelle du château. Malgré son décor encore gothique, ce retable s'apparente au style de la Renaissance par le modelé des personnes, leurs attitudes, les drapés et les éléments du mobilier. Il s'agit probablement d'une œuvre bruxelloise ou malinoise du deuxième quart du XVIe siècle. Dans la rue près de l'église, on aperçoit la maison de Jonatas, juif enguiennois du XIVe siècle, dont l'histoire plus ou moins légendaire est racontée par les vitraux de l'église d'Enghien et de Saint-Michel à Bruxelles. Jonatas aurait fait voler des hosties consacrées dans la collégiale Saint-Michel de Bruxelles. Les Juifs de Bruxelles commettent un sacrilège en les poignardant. Du sang jaillit. Affolés, ils remettent les hosties au curé de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles. Jonatas est assassiné dans son jardin à Enghien. De nombreuses petites rues tortueuses quadrillent la ville, qui n'a guère débordé de ses anciennes limites. Le couvent des Clarisses Colettines, ancien hôpital Saint-Nicolas, nous présente la façade baroque de sa petite église, surmontée d'une tour carrée à flèche octogonale, à laquelle un portail, baroque également, donnait accès. On peut y lire la date de 1642, gravée sur l'arcade. C'est la date de construction de la plupart des bâtiments encore visibles actuellement. Les premiers bâtiments avaient été érigés dès le XIIIe siècle. Cheminant dans toutes ces petites rues, c'est à l'infini que se présente à nous une succession de façades, aux styles différents, mais toutes parfaites dans leur genre. L'extérieur du couvent des Capucins n'offre que peu d'intérêt. Il s'agit de bâtiments reconstruits au milieu du siècle dernier, en remplacement de l'ancien couvent détruit à la Révolution française et offert aux Capucins en 1851 par les ducs d'Arambert. L'église, heureusement, a échappé au désastre. Un immense tableau garnit son maître-autel, l'Adoration des Mages, œuvre de Servas de Coux, qui représente les membres de la famille d'Arambert, groupés autour de la duchesse Anne de Croÿ et son mari, le prince Charles d'Arambert. La chapelle latérale abrite la statue Notre-Dame de Grâce, taillée dans le bois miraculeux de Montaigu. Elle fut offerte par les archiducs Albert et Isabelle à Marie de Médicis, et par elle au Sénat de Cologne. Les ducs d'Arambert en font l'achat au siècle dernier et la placent ici. Une galerie de statues en chêne représentant les saints patrons des Arambert décore aussi cette chapelle. C'est une œuvre du sculpteur Malfait. Mais cette église est avant tout une église funéraire. Où sommes-nous ici? Eh bien, ici, nous sommes exactement en dessous de l'église des Pères Capucins. Et l'église des Pères Capucins, on l'appelle la chapelle mortuaire des ducs d'Arambert. Donc, tous les ducs d'Arambert sont enterrés ici, en dessous de notre église, a commencé début XVIIe siècle. Donc, le premier qui est enterré ici, c'est le duc d'Arambert, le fondateur, et qui se trouve en dessous du maître-autel.
Alors, il est enterré là-bas avec sa femme, Anne de Croilly, et ses 4 enfants morts en bas âge. Et voici 2 cœurs. Il n'y a que le cœur qui est embaumé en même temps. Et tout à fait spécialement, ici, il y a un jeune prince qui est mort de la choléra. Donc, on a dû brûler. Donc, il n'y a que Qu'est-ce qui les reste? cendres. Qu'est-ce qui en reste de ces cendres-là? On peut l'entendre. On entend le bruit, c'est ça. Dirigeons-nous maintenant vers le château et son parc, situé à proximité immédiate de l'église. La plus grande partie de cet immense domaine se trouve en fait sur le territoire de Petit-Enghien. Le canal, bordé de balustrades, situe d'emblée le raffinement de ce décor artificiel. Une drève parmi tant d'autres mène au pavillon des 7 étoiles. Il n'y a plus qu'un étage. À l'époque, il y en avait un deuxième et l'on permettait d'y accéder à l'aide d'une échelle mobile. Et de là-haut, on avait vraiment une très très belle vue sur toute l'architecture du parc. Vous avez alors tout le grand canal qui a 800 mètres de longueur. Vous avez la grande pièce d'eau du miroir. Et puis vous avez ici le panneau central, si l'on peut dire, avec toutes ces belles allées entrecoupées par des petites allées au milieu des 2 colonnades et qui se clôturaient chacune par un piédestal avec une statue derrière laquelle se trouvait alors une triple haie de charmilles. Ceci était construit avant Versailles. Ah, ça c'est un autre problème. Je crois que les 2 constructions sont contemporaines. Contemporaines. Elles sont contemporaines parce qu'ils savaient, d'après les travaux du comte Le Gannet, que Versailles était déjà très avancé au point de vue aménagement, architecture des jardins, quand la cour de Louis XIV est venue ici à Enghien lors du siège de la ville d'Apt en 1671. Et pourtant, on a prétendu que le nôtre est venu ici à Enghien oui, s'inspirer de... C'est encore une autre affaire, ça. À quelques pas du pont, non loin des murs du château, des petites maisons datant du XVIIIe siècle. C'est tout ce qui reste de ce béguinage d'Enghien qui avait été fondé au XIIIe siècle. À l'extrémité du parc, mais en dehors du domaine actuel, la Dodane formait la limite sud de la ville et la protégeait. Un pont de pierre l'enjambe depuis le XVIIIe siècle et a succédé au pont-levis établi au Moyen Âge. Nous terminons notre voyage sur ces eaux calmes qui échappent encore au vacarme de notre siècle. C'était Les Chemins racontent, d'après un itinéraire de Jean Mailly, avec la collaboration de Richard Wandel, Olivier Losson, Willy Botteldorn, Michel Sternon, Jacques Lys, André Colson, Philippe Gueluc, Jean-Pierre Delmarcel. Une émission du service Enquête du Centre de production de Bruxelles.